cette conférence qui devait donc avoir lieu à Thionville le samedi a été interdite par arrêté préfectoral le jeudi matin. Salopard. Donc par le préfet. Le préfet a envoyé l'arrêté à toutes les mairies de Moselle, ce qui nous a contraints à fuir du côté du Luxembourg et de la Belgique pour organiser la conférence. Voilà. C'est fou, ça. Luxembourg. Vous êtes allé au Luxembourg, non? C'est pas ça? Oui, Luxembourg, mais en fait, je sais même plus où on était. C'est entre la Belgique et le Luxembourg, au milieu de nulle part, on a trouvé une salle là-bas. Donc ça a pu se faire. Et puis donc il y a un torchon, là, un journal local qui a écrit que, en gros, l'infâme antisémite n'a pas pu donner sa conférence parce que la communauté juive était inquiétée. Enfin, je ne sais pas qui c'est la communauté juive d'ailleurs. Et Mais ça vous arrive souvent, vous, d'être interdit comme ça? non, Ça vous arrive pas souvent pour non, c'est la première fois. C'est la première fois. Alors j'ai lu l'arrêté. L'arrêté dit en gros que c'est en raison du contexte et en raison de mes prises de position. Donc en gros, je suis pro-palestinien, donc j'ai pas le droit de m'exprimer. En gros, c'est ça. C'est ça que c'est le délire du moment. Il y a vraiment un truc qui va pas. Hein. J'y reviendrai dans le détail. D'où l'intérêt de séances comme aujourd'hui, parce que une séance comme aujourd'hui, si on a plusieurs milliers à la limite, ça remplace la conférence de Thionville. Alors, il faut comprendre un truc, c'est pas du direct. Hein. C'est une oui, non, mais on est d'accord. Hein, ouais. Moi, je fais un peu de post-prod pour enlever les bruits, les temps morts, pour que ce soit un peu plus lisible. Mais il n'y a pas la pression du direct, ce genre de choses. Ouais. Vous êtes libre. Oh, ben non, et surtout, pas de pression. moi, surtout ce que je fais, c'est que je ne fais pas de censure. J'aime pas enlever les passages ou les trucs comme ça. Ça m'ennuie un peu parce que j'aime bien qu'on aille au fond des choses. Ça contraste quand même. Thierry, Dominique, oui, alors il faut que je fasse un effort quand même aussi de ne pas tomber, parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas le droit de dire au niveau de la loi, vous pourriez être piégé, non? Donc il y a des sujets qu'on ne peut pas trop aborder non plus. Oui, c'est que je sache. On va éviter non plus. On n'est pas des kamikazes. Hein. Ouais, d'accord. Alors moi, je me suis concentré je vous expliquer un peu comment ça va se passer. Je vais faire une brève présentation des événements du 7 octobre. Je vais vous demander, parce que vous avez un CV, vous êtes des gens reconnus, respectés, non pas que dans le domaine de la dissidence, mais aussi surtout sur la géopolitique et les conflits internationaux. Donc je vais juste vous demander pour l'audience de présenter un fait marquant de votre parcours pour que ça leur permette de vous situer. Alors, par exemple, Thierry Messang, vous avez écrit certains des discours de Kadhafi à l'ONU. Ça peut être ça. Pas des discours d'Ahmadinejad. D'Ahmadinejad, d'accord, excusez-moi. Bon, il fait partie de son gouvernement, mais plus tard. Oui, c'est vrai, vous allez travailler, non, pour Kadhafi? Oui. Bon, d'accord. Youssef Indy, vous êtes allé en Iran, vous avez discuté aussi avec le cheikh Imran Hossein. Je ne sais pas, hein, ça, vous pouvez trouver. Il y a des... Et puis, alors vous m'avez envoyé un CV, j'ai lu. Je ne suis pas militaire, hein, moi, je suis de 79 et Chirac, c'est la seule année où il a dit 79, il n'y a pas besoin de faire le service militaire. Alors vous m'excuserez, je ne suis pas très rompu à toute la chose militaire. Eh oui. Mais j'ai vu que c'était impressionnant. Vous avez participé au sud Liban, là, vous avez supervisé le départ des troupes israéliennes. Oui, ben, concernant le sujet d'aujourd'hui, oui, c'est le poste. J'ai fait 2 séjours au sud Liban, hein, un comme commandant de bataillon de l'ONU et un comme chef du renseignement de la force intérimaire des Nations Unies au Liban. Donc là, j'ai passé à peu près 2 ans là-bas. Et je le dis tout net, hein, je suis arrivé pro-israélien parce qu'on avait été bercé par Exodus, par tous ces films-là, et puis je suis reparti avec l'ensemble de mon bataillon et avec tous les autres bataillons. Il y avait 8 bataillons de 8 nationalités étrangères. Il n'y en a pas un qui repartait de là en étant favorable à Israël. Ça n'était pas possible. Il suffisait d'ouvrir ses yeux et ses oreilles. Et aussi bien les Africains, il y avait des Ghanéens, il y avait des Fidjiens, il y avait des Finlandais, des Norvégiens, des Suédois, il y avait qui sont un peu spécialisés, il y avait des Italiens, etc. Même les Américains. Si vous connaissez des Américains qui ont servi au Proche-Orient, en Israël, ils ne peuvent pas les sentir. Hein.
Ils ne peuvent pas sentir parce qu'ils ont ce don, de se rendre, de se rendre désagréable. Hein. C'est comme ça. Hein. Et donc, si vous aviez un fait marquant dans votre carrière, vous retiendriez quoi? Ces postes-là, et puis bien sûr le poste de chef du bureau renseignement guerre électronique au niveau interarmé qui m'a permis d'ouvrir encore plus les yeux. Parce que là, j'avais accès à tout. Hein, j'étais un des hommes, on va dire, les mieux renseignés de France, probablement mieux que le président. Et parce que le président, il est renseigné au travers de filtres. Moi, je n'avais pas les filtres, hein, donc j'avais le renseignement qu'on appelle le renseignement brut. Et là, bon, on découvre le décalage qu'il y a entre le renseignement brut, ce qui se passe réellement, et ce qu'il nous raconte à la télé. Hein. Et là, c'est phénoménal. Hein. L'écart est phénoménal. Et là, on se sent mal à l'aise. Hein. C'est le moment de ma carrière où je me suis senti le plus mal à l'aise. Alors, cela dit, c'est ce que vous m'indiquiez en aparté, c'est que vous avez fait un parcours militaire, mais au fur et à mesure, vous vous êtes rendu compte que vous travailliez pour une matrice qui n'était pas forcément positive pour l'humanité, quoi. Ouais, enfin, bon, c'est pas, j'ai pas tout de suite réalisé la matrice, parce que quand on a le nez dans le guidon, on se pose pas toujours la question de qui est derrière tout ça. La question, on se la pose quand on a un peu de temps pour réfléchir, s'asseoir et bon, j'ai pas eu le temps de le faire à l'époque, mais par contre, moi, ce que je mesurais, je regardais les faits. J'ouvrais mes yeux et mes oreilles et je regardais le décalage entre les mensonges médiatiques, quotidiens. Et là, j'ai changé de camp. Hein. Parce que, à contrario, Thierry Messens, si on regarde, lui, il a fui la matrice, parce qu'il n'a pas eu le choix. À partir du moment où vous avez écrit... À partir du moment, Thierry, où vous avez écrit votre livre sur le 11 septembre... Pas quand je l'ai écrit, non. C'est quand Nicolas Sarkozy est arrivé au pouvoir que là, j'ai dû décamper. Ouais. Parce que là, vous... J'ai été protégé par Jacques Chirac. Hein, oui. Ah oui, on en avait déjà parlé, oui, effectivement. Et alors, Youssef Indy, vous, un fait marquant dans votre parcours, quelque chose que vous voudriez porter à la connaissance de notre auditoire? Puisqu'on parle on va parler du Proche-Orient, on va peut-être évoquer mon premier voyage au Liban-Syrie. D'ailleurs, c'est à cette occasion que j'ai rencontré Thierry en 2015. Et c'était vraiment intéressant, mais macabre, parce que quand on est passé à Beyrouth, 2 jours après notre passage à Beyrouth Sud, dans le quartier chiite, il y a eu le double attentat suicide, qui a fait un certain nombre de morts. Donc quand on est retourné à Beyrouth, on a pu constater les dégâts. On est allé à Damas, donc Thierry s'en souvient, et Damas était presque cerné par les terroristes. Je ne sais pas si tu te souviens, Thierry, dans le quartier de Jobal, encore, il y avait des combats, des tirs d'obus. On était dans le quartier près de Bab Touma, il y avait les balles de Kalachnikov qui passaient au-dessus de nos têtes. Et on était allé à l'attaquer. Et quand on est allé à l'attaquer, il y a eu... donc on rentre dans la ville de l'attaquer, enfin, l'autoroute, hop, on rentre dans la ville de l'attaquer. Et 20 minutes après notre passage, il y a un missile qui est tombé, des terroristes qui a fait plus de 20 morts. Vraiment... un point de passage où on est passé. Et quand on est retourné à Damas, quand on est retourné à Damas et qu'on allait repartir au Liban pour rentrer à Paris, on allait repartir le 14, le 13 au soir, on découvre les attentats du 13 novembre du Bataclan. Et durant cette période-là, j'avais rencontré Thierry, on a pu rencontrer le numéro 2 du Hezbollah, Saïd Qassem, je confonds avec Qassem Soleimani, Saïd Qassem. Et puis on a rencontré les officiels à l'époque, mais c'était très important, on était dans un des QG du Hezbollah. Et on a pu s'entretenir avec je crois, c'est sous-secrétaire, c'est ça, du Hezbollah? Saïd Qassem. Oui, c'est le numéro 2. Ouais, numéro 2. Voilà. Et donc j'ai pu rencontrer Thierry à l'époque. Donc, c'était pour moi marquant parce que je venais de sortir mon premier livre. J'étais totalement étranger à ce milieu-là. Hein. Je n'étais pas un militant politique ni quoi que ce soit. J'avais fait mes recherches dans mon coin. Et donc je sors mon premier livre. Je me retrouve en Syrie. Voilà. Donc c'était mes débuts, et des débuts qui ont commencé sur les chapeaux de roue quand même. Ouais. C'est pas banal. Et alors Thierry, j'ai passé un peu vite, mais du coup, vous, ça serait quoi que
que vous retiendriez? Moi, que j'ai servi 5 chefs d'État différents dans 5 pays différents. Voilà. Alors, vous pouvez préciser lesquels? Les Émirats Arabes Unis avec Cheikh Khalifa, le Venezuela avec Hugo Chavez, la Syrie, l'Iran avec Mahmoud Ahmadinejad, la Libye avec Muammar Kadhafi et la Syrie avec Bachar el-Assad. D'accord. Ok. Alors, dans l'entretien de ce soir, je vais poser des questions à chacun d'entre vous. Alors, ça peut être des questions d'ordre général ou particulière, et chacun des interlocuteurs qui n'a pas été interrogé peut, à la fin de la réponse de la personne interrogée, compléter. Vous voyez le principe? Et on va respecter une hiérarchie, on va dire, générationnelle. Ce n'est pas une question de qualité, il ne faut pas s'en offusquer, mais on commencera par M. Delevard. On suivra avec M. Messon, puis on arrivera à Youssef Indy. Ça vous va comme ça? Ça me va. Allez, on est parti. Je fais juste une brève présentation de ce qui s'est passé à partir du 7 octobre. Et vous pouvez me corriger à la fin hein, si vous n'êtes pas d'accord. On a eu donc une attaque concertée de différents groupes armés pro-palestiniens, le principal groupe étant le Hamas, avec prise d'otages, suite à quoi l'armée israélienne a entamé une série de représailles et d'actions. Alors on nous a dit très vite, parce qu'il y a eu un emballement médiatique, que des bébés avaient été décapités, qu'il y a eu des massacres horribles, et puis finalement on s'est aperçu que il n'y avait aucun bébé décapité, que c'était complètement inventé. On s'aperçoit aussi progressivement que la plupart des Israéliens dont on nous dit que le Hamas les aurait massacrés ont été en fait tués par l'armée israélienne, avec un concept un peu particulier qui est le concept qui vient de la directive Hannibal. Alors donc peut-être qu'on pourra développer un peu ce concept. Et puis alors entre-temps le mal était fait, puisque moi je me rappelle on a interviewé Thierry Messant il y a 2 semaines, on était à 2000 morts, maintenant on en est à plus de 10 500. Plus de 10 000, oui, et dont une bonne partie sont des enfants d'ailleurs, hein, il faut le préciser. Alors, le mal a été fait, mais ça ne nous a pas empêché d'avoir entendu des obscénités de style, on a entendu, hein, par des gens de la communauté juive, on a entendu parler d'animaux humains, certains personnages qui se prétendaient comiques ont même fait allusion à la bombe atomique, la bombe nucléaire contre les Palestiniens. Et là, il n'y a eu aucune poursuite, hein, d'ailleurs, il faut le noter. Donc, on va essayer avec nos intervenants de ce soir et leurs différentes... parce que vous avez chacun quand même un domaine de prédilection. Je ne veux pas caricaturer, mais on a le domaine militaire avec M. Delevard, on a le droit international certainement pour Thierry Messant, et puis on a les problèmes ethnico-religieux avec Youssef Indy. Ça va nous donner quand même un prisme un peu élargi pour cerner le problème. Alors, la première question, donc, M. Delevard, d'un point de vue strictement militaire et sans aborder la question du droit international qu'on abordera après, est-ce que vous pouvez nous dresser un bilan des opérations de part et d'autre, c'est-à-dire les armes utilisées, les stratégies et les conséquences sur le terrain? Alors, moi, je pense que les factions palestiniennes qui sont intervenues le 7 octobre voulaient faire une opération coup de poing, c'est-à-dire rentrer en Israël, récupérer un maximum d'otages, rentrer chez eux et échanger ces otages contre tous les Palestiniens qui pourrissaient dans les geôles israéliennes. Et je pense que l'objectif, c'était ça. Et que ils sont partis. Alors, il y a eu probablement un laisser-faire du côté... pas que probablement. Alors, il y a eu on abordera ça après, mais d'un point de vue strictement des faits. Donc, moi, sur le plan de la première journée et des réactions médiatiques, voilà mes réflexions qui n'ont pas été forcément dites. D'abord, il y a eu des bilans humains qui ont été présentés dès la première journée. Dès la première journée, on vous a dit il y a 1400 Israéliens tués ou 1500. Il y a eu des chiffres supérieurs à 1400 d'ailleurs, mais en gros, ça a tourné autour de 1400. La première chose en tant que militaire que je dis, c'est que les bilans donnés par les uns ou par les autres en temps de guerre, quand c'est donné par les autorités d'un camp, ça n'a
aucune valeur. C'est-à-dire que le 1400, ça peut être plus, ça peut être moins, et ça peut être gonflé parfois, hein, gonflé pour justement justifier une action ultérieure. Donc, y a-t-il eu 1400 Israéliens tués? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien et je ne le garantirai pas. Et je le garantirai pas. J'ai eu trop d'exemples lorsque j'étais patron du renseignement donc au Liban, de chiffres gonflés pour pouvoir justifier une réponse musclée de la part d'Israël. Donc ça, je l'ai vécu et donc je ne garantirai pas le chiffre de 1400 et je dis que ça peut aller dans des proportions gigantesques, le mensonge. Hein. Le mensonge peut être très important. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on nous a parlé de gens, de femmes violées, de bébés démembrés, etc. Bon, ça ne tient pas la route, ça ne tenait pas la route pour une raison très simple, c'est que quand vous faites un coup de main, vous avez autre chose à faire qu'à vous transformer en boucher pour démembrer les enfants, c'est du temps perdu. Le temps, c'est ce qui compte le plus dans une opération coup de main sur le plan militaire. Hein, donc vous faites un aller-retour et vous n'avez pas le temps de violer les femmes en passant. Quoi. Ça ne tient pas la route. Le troisième point que je voudrais et qui a été maltraité par les médias, c'est de dire que les Palestiniens se sont attaqués à des gens désarmés. Bon, il y a eu des attaques, peut-être qu'il y en a qui ont été surpris en face, mais la population israélienne, dans l'ensemble, à moins que les choses aient changé pendant les toutes dernières années, c'est une population en armes. C'est-à-dire que dans les kibbutz, les hommes qui ont fait 3 ans de service militaire et les femmes qui ont fait 2 ans de service militaire sont des gens qui sont armés. Et quand on est armé, on se défend. Et dans les gens qui ont été tués, prétendre que ce ne sont que des gens sans défense qui ont été tués, je ne le pense pas. Moi, personnellement, je pense que ce sont des gens qui se sont défendus, des Israéliens qui se sont défendus les armes à la main, et que donc, comme les Palestiniens intervenaient, ils n'avaient pas de chars, hein, ils sont intervenus avec des armes de petit calibre, on va dire, hein, dans l'ensemble. Globalement, c'était ça. Bon, il y avait bien sûr, avant, il y a eu les bombardements avec les missiles ou les Katyusha ou toutes les catégories de missiles que vous pouvez imaginer. Moi, je pense que dans les morts qu'il y a eu côté israélien, ce sont des gens qui se sont battus, hein, ou alors des gens qui ont été abattus pour beaucoup d'entre eux. Les Palestiniens ne voulaient pas nécessairement abattre les gens, ils voulaient probablement chercher des otages et les ramener pour les échanger. Donc, les gens qui ont été tués sont probablement des gens qui se sont battus. Par exemple, les soldats, il y a eu des soldats, hein, je crois, 200 ou 300 d'après ce qu'ils disent, soldats qui auraient été abattus, des soldats israéliens, mais il n'y avait pas que les soldats. Un civil, c'est un guerrier, hein, c'est un homme en armes. Et c'est quelqu'un qui a fait son service et qui sait se servir d'une arme et qui s'en sert d'ailleurs souvent pour aller, les colons, vous savez, ils rigolent pas. Et les kibbutz autour de Gaza, prétendre qu'il n'y avait pas d'armes là-dedans, c'est raconter des bêtises. Hein. Il y en avait forcément. Hein. Donc, on a eu une histoire qui nous a raconté un parcours militaire de cette première journée qui a été complètement déformé par les médias. Les médias nous racontent après ce qu'ils veulent, hein, et à force de le dire du matin au soir, le discours médiatique finit par devenir une réalité. Et c'est pour moi, la réalité est probablement très éloignée de ce qu'on nous a raconté. Voilà. D'accord. Alors, Thierry Messon, vous voulez réagir ? Alors d'abord, le gouvernement israélien a confirmé aujourd'hui qu'il n'y avait pas 1400 morts, mais seulement 1200, et ça baissera peut-être encore. Hein, mais... les attentats du 11 septembre, il y avait 40 000 morts, et puis finalement, il n'y en avait que 3 000. Donc, ça peut être effectivement des gros écarts. Ensuite, le gouvernement israélien a considérablement menti. D'abord, dans les horaires qu'il a donnés, le timing qu'il a donné, il a été forcé de le revoir plusieurs fois. Et il est évident aujourd'hui que le Premier ministre Netanyahou
au moins lui, et le directeur du Shin Bet, au moins lui, étaient parfaitement au courant de cette opération auparavant. Donc, ça aussi, ça fait débat actuellement en Israël, pas ici, mais en Israël. Et il y a énormément de manifestations là-dessus parce que les gens considèrent que Netanyahou est responsable de l'enlèvement des otages. Alors, ça ne veut pas dire que les gens soient pacifistes, hein. Ça veut dire qu'ils comprennent la responsabilité de Netanyahou. Et puis la troisième chose, c'est qu'on nous a dit que c'était le Hamas qui avait fait cette opération. Alors c'est très frappant parce que le Hamas, c'est les frères musulmans. On s'attend à ce qu'il y ait qu'il y ait une boucherie, que ça soit quelque chose de très barbare. Mais il n'y avait pas que le Hamas, qui était certainement la formation la plus importante. Il y avait d'autres composantes de la résistance palestinienne. Et donc, cet événement n'a pas le sens que nous lui avons donné. D'accord. Youssef Indy? Alors, ce qu'on peut ajouter, vous l'avez évoqué précédemment, c'est que sur les 1200 ou les 1400 ou je ne sais combien d'Israéliens qui ont été tués, ce qu'on sait maintenant grâce à la presse israélienne, à Haaretz, ou alors des médias, un média en particulier, Mondoveiz, qui est un média judéo-américain, c'est que le gros des morts israéliens ont été causés par l'armée israélienne. Alors ça peut paraître incroyable ici, on n'en parle pas en France, on n'en parle pas en général en Occident, mais ça sort dans la presse israélienne. On a des témoignages d'otages, notamment l'otage qui est devenu célèbre, Yasmine Porat, qui explique qu'elle a assisté au massacre des otages qui étaient avec elle par la police et l'armée israélienne. Elle explique qu'un des membres du Hamas, un des preneurs d'otages, avait décidé de se rendre. Il est sorti avec elle de la maison, ce qui lui a sauvé la vie à elle et ce qui fait d'elle un témoin précieux. Elle explique donc que la police arrive sur place, que c'est la police israélienne qui commence à ouvrir le feu, pas les combattants du Hamas. Puis 2 tanks israéliens arrivent et ils tirent par 2 fois, donc dans la maison où il y a les otages. Et donc elle dit que ce sont les forces israéliennes qui ont tué durant l'échange de tirs les otages et qui ont tué aussi le reste des otages, à part je crois une personne qui a survécu avec leur tank. Puis on a d'autres témoignages, notamment un commandant d'une base militaire tout près de Gaza, qui explique qu'il s'est réfugié à l'intérieur de la base et qu'il a demandé une intervention aérienne de l'armée israélienne. L'armée a effectivement frappé sans aucune distinction et les témoignages rapportent notamment à Haaretz que l'armée israélienne a vraiment tiré dans le tas sur les kibboutz, et c'est pour ça qu'on voit des images de maisons carbonisées. Or, les combattants du Hamas n'avaient pas d'armes lourdes, n'avaient pas d'aviation et ne pouvaient pas causer de tels dégâts. Donc les corps carbonisés, les maisons carbonisées ont été causées par l'armée israélienne, et vous avez aussi des témoins de la Rave Party qui fuyaient et qui racontent que les hélicoptères Apache de l'armée israélienne leur tiraient dessus. Et d'ailleurs, il y a aussi des témoignages des pilotes des hélicoptères Apache qui racontent qu'en fait, on leur a donné l'ordre de tirer sans leur donner d'informations précises, donc ils ne pouvaient pas distinguer les combattants du Hamas des citoyens israéliens. Et là encore, donc, ils expliquent, il y en a un qui dit « j'ai vidé le ventre de mon hélicoptère Apache ». Il a vraiment tiré dans le tas. Et vous avez un certain nombre de témoignages qui sortent dans la presse israélienne, d'Israéliens qui racontent, une en particulier, que son oncle s'est fait tuer par les forces israéliennes parce qu'ils l'ont pris pour un combattant du Hamas. Et on parle de centaines de morts. Il y a un kibbutz, on dit que l'armée israélienne a tué près de 200 personnes dans le kibbutz. Donc vous alignez le nombre de morts causés par l'armée israélienne dans les différents kibbutz, la Rave Party, les bases militaires, et vous atteignez quasiment... Alors je ne dis pas que les combattants du Hamas ont tué personne et qu'ils étaient gentils. Seulement, comme l'a dit le général,
la mission des combattants du Hamas, c'était donc d'attaquer des militaires et de faire des otages pour libérer les 7000 prisonniers israéliens dans les prisons. D'ailleurs, j'ajoute, avant de terminer, tous les témoignages d'otages que j'ai entendus, que ce soit les otages dans les kibboutz qui ont été rapidement libérés, ou les témoignages d'Israéliens ou la vieille dame israélienne qui était retenue à Gaza, tous ont dit que les combattants du Hamas les ont bien traités, qu'ils étaient très humains, qu'ils ont partagé leur nourriture avec eux. Donc il y a un contraste entre les bouchers qui égorgent des bébés, qui violent, etc., et ces combattants qui se comportent très bien avec les otages. Voilà ce que j'ai à dire vraiment sur ce sujet, mais c'était important. Je compléterai juste ces informations par le fait de dire que au départ, c'était 1400, mais quand ils ont diffusé les photos, quand les Israéliens ont diffusé les photos, ils avaient inclus des cadavres des membres du Hamas. Ils sont revenus sur leur décision pour expliquer cette erreur. Aussi le souligner. Alors, juste pour revenir sur le début de la question, M. Delaharde, l'armée israélienne, elle est équipée de quoi? Quel est Ils ont une puissance de feu qui est assez impressionnante par rapport à leurs adversaires. Oui, elle a tous les armements modernes qui leur sont fournis par les États-Unis. Les armements modernes fournis par les États-Unis et les armements modernes qu'ils fabriquent eux-mêmes. Ils ont quand même, depuis très très longtemps, une industrie d'armement qui est performante, et ils ont toujours un temps d'avance sur tous les voisins, quoi, ou sur toutes les armes qu'on peut trouver dans la région. Donc oui, ils sont surarmés, on va dire. Ils ont notamment sur le plan aérien, puisque c'est ce qui leur permet de tuer un maximum de gens. C'est quand même la troisième dimension. C'est par les bombardements et par toutes les bombes que leur fournissent les Américains ou qu'ils ont eux-mêmes concoctées, enfin qu'ils ont inventées. C'est par ce biais qu'ils massacrent les Palestiniens par milliers à Gaza. Alors, c'est l'articulation de la prochaine question, puisque Monsieur Messan, je me tourne vers vous. Là, quelles sont les infractions qu'on a constatées sur le droit international? Ça fait 75 ans qu'on les empile, donc il va falloir 10 heures pour en parler. Alors, je ne vais pas parler des 75 ans de l'histoire de cette région d'Asie mineure, je parlais quand même d'à partir du 7 octobre. La réaction, parce que vous connaissez certainement Jacques Beau. Jacques Beau dit ceci, alors attendez, laissez-moi retrouver parce que c'est quand même intéressant. Il nous parle du droit de la guerre. Et il nous dit, parce que c'est un spécialiste, attendez, pour Jacques Beau, on a affaire à un colonel de l'armée suisse qui est spécialiste du renseignement et du terrorisme. Et il nous dit la chose suivante. L'OSCE. Oui. Absolument. Et il nous dit la chose suivante. Il nous dit le droit de la guerre, le droit humanitaire international est composé de 3 principes. La proportionnalité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas écraser une fourmi avec une arme nucléaire. La distinction, c'est-à-dire qu'on ne peut pas engager dans un combat si on ne fait pas la distinction, si on n'arrive pas à faire la distinction entre un combattant et un civil. Et puis la précaution dans le ciblage. Et c'est sur ces points-là, on voit que il y a un historique des États-Unis et d'Israël, ou même des Anglais, pour ne absolument pas respecter ces droits-là. Mais sur les événements du 7 octobre et qui ont suivi, quelles sont spécifiquement les infractions sur le droit humanitaire et le droit international? Le Premier ministre Benjamin Netanyahou nous explique qu'il vise les hôpitaux parce qu'il y aurait 30 mètres dessous une cage du Hamas, ce qui est totalement invérifiable. Lui le dit, mais les gens qui sont dans l'hôpital disent que c'est faux. On n'en sait rien. Lui, il détruit l'hôpital. Voilà. Alors, maintenant, vous pouvez comparer les chiffres donnés par les Israéliens des membres du Hamas qu'ils auraient tués avec les chiffres qu'ils donnent des civils qu'ils auraient tués. Voilà. Donc, je ne sais pas, ils auraient tué 10 chefs du Hamas et peut-être 150 combattants, et ils auraient tué 11 000 civils. Voilà. On est bien d'accord que le droit international protège les civils d'agressions militaires. Non, mais surtout, on est d'accord que aucun militaire qui a une conscience humaine ne peut cibler de cette manière
en ayant de tels dégâts collatéraux. Il y a toujours des dégâts collatéraux, mais de cette ampleur, c'est ignoble. Moi, je regarde les chiffres, on est à 4000 enfants, de ce que j'ai moi comme chiffre. Oui, mais vous savez, le droit humanitaire, ça a commencé en 1860 avec la bataille de Solferino et la création de la Croix-Rouge, mais ça n'est devenu un droit internationalement reconnu qu'en 1899 avec le tsar de Russie qui a fait signer un traité dans lequel on disait que les nations civilisées ne peuvent pas se comporter comme des barbares. C'est très simple comme idée. Donc la directive Hannibal est en infraction totale avec le droit international. Oui, je ne sais pas ce que Hannibal vient faire là-dedans, mais bon. C'est une directive passée dans la... Vous savez ce que c'est une directive passée dans l'armée israélienne pour qu'il n'y ait pas d'histoire d'otage ou quoi que c'est de tirer sans distinction. Donc là, aux trois principes qu'on a énoncés, là, on est vraiment dans une... Oui. Israël, c'est un État qui se considère comme différent des autres et qui considère que le droit international, ça ne s'applique pas à lui. Voilà. Donc, il n'a pas cette manière de penser. C'est ce qui a fait basculer le général Delavarde. Oui, mais je confirme tout ce que Thierry dit. Hein. C'est exactement ça. Et j'ai connu y a un colonel français d'artillerie qui a été... il a reçu l'ordre des Américains en Syrie, pardon, de tirer sur la ville d'Adjin. Et avec son artillerie, parce qu'il y aurait quelques terroristes là-dedans, et le colonel a refusé. Il a dit non, moi je ne tire pas sur la ville parce que je ne vais pas tuer tant de civils, enfin 100 ou 200 civils ou 300 pour avoir 10 terroristes. C'est pas comme ça qu'on procède. Donc moi je refuse, et il a refusé, et il a écrit un article sur son refus d'obéissance. Et personne ne l'a sanctionné, évidemment. Et les Américains lui auraient dit, les officiers américains auraient eu beaucoup d'admiration pour lui en disant, mais c'est lui qui a raison, quoi. On ne tire pas sur... Ça fait partie du droit militaire, d'ailleurs. Oui, bien sûr. C'est révoltant. Enfin, c'est révoltant. Moi, je comprends pas les massacres. Hein. C'est pour aller chercher 10 bonhommes à la baïonnette. Hein, c'est My Lai multiplié, le massacre de My Lai au Vietnam multiplié par 1000. C'est fou. Youssef Indy, vous voulez compléter cette histoire d'infraction au droit international? Il y a les États-Unis également qui se considèrent comme une nation exceptionnelle et qui considèrent que le droit international ne s'applique pas à eux. Là, on peut effectivement aller dans le domaine du religieux parce que les Américains, même les démocrates qui se vivent comme une nation messianique, mais un messianisme sécularisé, laïcisé, se considèrent toujours comme une nation exceptionnelle, et les Israéliens de la même façon. Si vous êtes une nation messianique, une nation messie, voire même une nation divine, comme les Américains, le droit ne s'applique pas à vous, puisque vous êtes celui qui fait ou qui défait le droit. Et sur la longue durée, ce qui est intéressant, c'est que, vous savez, au Moyen-Âge, l'institution qui était l'ONU de l'époque, pour l'Europe, et pour les relations entre pays européens et pays européens chrétiens et non chrétiens, c'était l'Église. Et sur la durée, avec l'avènement des États-Unis en tant que puissance géopolitique hégémonique et messianique, eh bien, il y a cette idée qu'ils sont une nation messie au-dessus de la loi, et même une nation divine. Et quand George W. Bush a lancé ces guerres pour remodeler le Moyen-Orient et qu'il a parlé de croisade, d'une certaine façon, il a usurpé le rôle de l'Église de l'époque en disant, et en étant juge et parti. C'est-à-dire qu'il a défini un axe du mal, et en fait, on a vu revenir la guerre juste, la guerre à juste cause. Or, qui est-ce qui, à l'époque, au Moyen-Âge, disait qu'une guerre était juste ou injuste? C'était l'Église. Donc il y a une dimension religieuse dans les relations internationales aujourd'hui, avec des nations messianiques exceptionnelles
et parmi lesquels, évidemment, les États-Unis et Israël. Alors quand on entend Netanyahou qui parle de réalisation de prophéties d'Ésaïe et qui dit, par exemple, nous sommes le peuple de la lumière et les autres, donc les Palestiniens sont le peuple des ténèbres, il revient encore dans le registre religieux avec un axe du bien et un axe du mal. Or, si vous êtes l'axe du bien et que votre ennemi est un peuple des ténèbres, vous pouvez tout lui faire. Le droit ne s'applique pas. Et en fait, là, on rentre dans une conception de, 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 de droit divin, sauf que là, dans ce contexte, c'est vous, Dieu. C'est extrêmement grave, c'est extrêmement dangereux. Oui, moi, j'insisterai sur le fait que c'est pas simplement que le droit s'applique pas, parce qu'il n'y a pas besoin de connaître le droit pour être révolté par massacrer des gens. C'est une question de est-ce qu'on est humain ou pas, quoi. Alors justement, on y vient. La réflexion de Thierry me permet de revenir à certaines déclarations. Vous avez mentionné tout à l'heure la déclaration du ministre de la Défense qui disait, au début du massacre à Gaza, nous apposons un blocus total, il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, plus de nourriture. Nous avons affaire à des animaux humains et nous les traitons comme tels. Donc, il considère que les Palestiniens sont des sous-hommes et c'est le versant racial de la dimension religieuse dont j'ai parlé. Si vous êtes le peuple de la lumière et que l'autre c'est le peuple des ténèbres, qu'en plus de ça, ce sont des animaux humains, vous pouvez tout leur faire. Donc, ce que dit Thierry est juste, mais pour eux, il n'y a pas de mal parce qu'ils ont affaire à une sous-humanité. Ouais. Mais alors, ce qui est curieux, c'est que, par exemple, je vais prendre le cas du veto qui a été, parce qu'il y a eu des tentatives par la Russie et le Brésil de déposer une demande de cessez-le-feu. Toutes les deux ont été refusées par des vétos, notamment celle de la Russie qui n'avait pas, qui avait ce que vous aviez expliqué, mais sans. C'est-à-dire que quand on dépose une, je vais reprendre hein, la résolution, là, je vais reprendre le terme exact. Le 16 octobre, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunissait autour de 2 propositions de texte déposées par la Russie et le Brésil, faisant appel à un cessez-le-feu humanitaire à Gaza. Le premier texte déposé par la Russie a été refusé par 4 membres, dont la France, qui dispose d'un droit de veto au Conseil de sécurité. Alors qu'il se limitait à des revendications humanitaires, dont un cessez-le-feu humanitaire, le texte ne convenait pas à la France. Le représentant français évoque comme raison de son refus qu'Israël a le droit de se défendre. Et celle du Brésil, en fait, ne contenait pas de cessez-le-feu. Et c'est les États-Unis qui, même avec la résolution déposée par le Brésil, a mis son veto. Ça veut dire que, tout simplement, ce que vous disiez, là, vous parliez de messianisme, mais toutes les nations riches, en fait, se sont liguées pour continuer le massacre, en gros, parce qu'on peut dire quelque part que la France a sa responsabilité dans la continuité des massacres. Alors, la France a voté contre le texte russe, mais pour le texte brésilien. Qui n'avait pas de cessez-le-feu, qui n'avait pas de cessez-le-feu dans la résolution brésilienne. Hein. Oui, mais la résolution russe était faite selon les règles du droit humanitaire. Donc on ne prend pas parti à ce moment-là, surtout pas quand vos voisins sont en train de se taper dessus, vous ne rentrez pas chez eux en disant c'est monsieur ou madame qui a raison. Surtout vous vous abstenez, ou alors ça se termine dans le sang. Bon. Donc là, la résolution ne prenait pas parti et disait simplement il faut une trêve humanitaire et voilà, elle doit être immédiate, elle doit être, je ne sais plus, il y avait certaines conditions à cette trêve humanitaire. On n'a pas discuté de ces conditions, on a discuté du fait qu'il n'y avait pas de condamnation du Hamas. Mais il ne pouvait pas y en avoir, ça n'aurait pas été humanitaire. Donc c'est totalement irresponsable de la part des Français. C'est mentir que de dire qu'il aurait fallu le faire. C'est vraiment mentir, ça veut dire qu'on ne veut pas de trêve humanitaire, si on dit ça. Oui, mais c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, nous avons menti, oui, oui. Et par contre, le Brésil, lui, proposait de condamner le Hamas, mais de trouver des trêves. Une certaine aide humanitaire. Et ça, c'était déjà trop pour les États-Unis.
Donc, ils ont validé le massacre en cours, finalement. Ils n'ont pas appliqué le droit international qui protège les populations. Non, ils ne l'ont pas appliqué, mais ils ont raisonné différemment, en fait. Au début, ils étaient contre le massacre des Palestiniens. Biden est allé participer à un conseil de guerre. Il a dit bon, je vous demande de savoir vous retenir un peu, quoi. Mais après, ils se sont dit mais si Israël ne marque pas le coup, alors notre autorité, à nous, États-Unis, qui sommes les protecteurs de ces gens-là, notre autorité, ça va être réduit à néant. On vient de perdre en Syrie, on est en train de perdre en Ukraine, et on perd là. Non, mais c'est la catastrophe, quoi. Et donc, la vie de 2 millions de personnes passe par pertes et profits. D'accord. Alors, j'aimerais, si vous le permettez, que vous réagissiez chacun à la suite à un autre propos de Jacques Beau, qui rappelle que la résistance palestinienne est légitime en vertu de la résolution 4530 de 1990 des Nations Unies, qui légitime la résistance palestinienne à l'occupation israélienne, y compris par l'usage de la force. Il précise pour moi l'exemple de l'opération Déluge d'Al-Aqsa qu'on a vu, répond à ce contexte-là. Alors, ensuite, il va dans votre sens, il dit qu'effectivement, pour la question des massacres, dont découle la justification des bombardements qui ont suivi, en fait, on s'est rendu compte que progressivement, la majeure partie des civils ont été tués au début de l'offensive du Hamas par les Israéliens eux-mêmes. Mais j'aimerais que vous réagissiez au début de la phrase sur la légitimité de la résistance palestinienne. Évidemment. Oui, la résistance palestinienne est légitime, évidemment. Hein. C'est même presque un devoir à un moment pour l'oppressé de se révolter contre celui qui l'opprime. Hein. Donc, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs hein, au ghetto de Varsovie. Hein. Les gens ont fini par se révolter. Alors moi, ce qui me frappe dans cette affaire, c'est que on ne parle pas, les Israéliens ont réussi à faire changer le vocabulaire chez nous. C'est-à-dire qu'ils ont imposé à nos médias le terme de terroriste pour tous ceux qui ne suivent pas, leur desiderata. Hein. Et il l'applique à chaque fois qu'il tue quelqu'un, de toute manière, c'était un terroriste. Même s'il avait de 4 ou 5 ans, c'était un futur terroriste, mais c'était un terroriste. Je me souviens, quand je suis arrivé au Sud-Liban, j'ai été étonné de voir que les rapports militaires qui étaient faits, parlant du Hezbollah, qui était sur ces terres, au Liban, et qui combattait un ennemi israélien qui occupait ces terres, au Sud-Liban, le Hezbollah était qualifié de mouvement terroriste. Et en arrivant, bon, j'ai changé la terminologie, j'ai dit c'est pas vrai, c'est pas possible. Donc le Hezbollah n'est pas un terroriste, c'est un résistant. Et donc dans tous mes rapports, pendant une année, et ça a été retenu après, c'est-à-dire qu'ils sont sortis pour la diplomatie française du mot résistant, hein, du mot, je veux dire, terroriste. Et moi, j'ai imposé le mot de résistant. Hein. Donc, j'ai parlé, à chaque fois dans mes rapports, je ne parlais plus que de résistance libanaise pour le Hezbollah ou de résistant. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la manière dont il nous impose ces mots de terrorisme, parce que abattre un terroriste, finalement, c'est légitime d'abattre un terroriste. Par contre, abattre un résistant, c'est beaucoup moins légitime. Et on le dit, quoi, Thierry, oui. Vas-y. Oui, je voulais dire que le Hezbollah se qualifie lui-même de résistant en faisant référence à la résistance française de la Deuxième Guerre mondiale. C'est vraiment ils ont choisi ce mot à cause de la résistance française. Oui. Et c'est tout à fait ça. Hein. On peut pas. Il est légitime pour tout résistant, pour tout habitant d'un pays occupé, il est légitime de lutter contre l'occupant d'abord, et en plus, quand l'occupant n'est pas seulement un occupant, mais un oppresseur, c'est encore plus légitime de se révolter. Donc moi, je dis que la résistance palestinienne a effectivement
toute légitimité pour agir contre l'occupant et l'oppresseur israélien. Le droit international précise que dans le cas des Palestiniens qui sont rentrés sur le territoire israélien, ils avaient le droit de faire ça pour résister. Alors, par contre, ils n'avaient pas le droit de massacrer les gens, les civils, tout ça. Mais on vient de dire qu'en fait, il faudra démontrer qu'ils aient massacré et violé et découpé. Et tout ça, ça reste très certainement en grande partie de la propagande, même si ça n'est pas impossible. Hein. Le Hamas a une tradition de barbarie qui est tout à fait effrayante. Mais encore une fois, le Hamas était une composante de cette attaque, ça n'était pas toute cette attaque. Et c'est sûrement à cause de ça que la propagande israélienne a tenté de dire que cette attaque était uniquement celle du Hamas et que le Hamas était particulièrement cruel. Mais c'est manifestement de la propagande. Youssef Indy, vous voulez réagir ? Oui, ce qu'on peut dire moi je suis tout à fait d'accord. Le Hamas et les autres organisations de résistance sont légitimes, étant donné qu'il y a une force occupante qui colonise. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est que le narratif occidental sur l'attaque du 7 octobre ressemble beaucoup au narratif occidental sur l'intervention russe en Ukraine le 24 février 2022. C'est-à-dire que on nous a présenté l'attaque du Hamas comme le début d'une guerre. Voilà. Le Hamas s'est réveillé un matin et ils se sont dit, tiens, si on allait attaquer les Israéliens, égorger des bébés. Et de la même façon, on nous a présenté l'intervention russe en Ukraine comme un coup de folie de Vladimir Poutine. En plus, on nous le disait, Vladimir Poutine a pété les plombs, il est devenu incontrôlable, il s'est réveillé un 24 février au matin, il s'est dit, tiens, je vais envahir. Alors que il s'agit, dans le cas de l'Ukraine et de la Russie, d'une guerre qui dure depuis 2014, d'une population civile russe du Donbass qui est bombardée constamment par le régime de Kiev depuis 2014, et en plus avec une rhétorique raciste qui rappelle quand même beaucoup la rhétorique israélienne vis-à-vis des Palestiniens. Et de la même façon, l'attaque des forces palestiniennes contre l'armée israélienne et contre les colons s'inscrit dans une guerre qui dure depuis 70-75 ans, mais surtout une intensification de la colonisation, de ratonnade en Cisjordanie. Vous avez des colons qui attaquent des Palestiniens, qui les chassent de chez eux, accompagnés par l'armée israélienne. Je rappelle l'épisode de mai dernier avec l'intrusion de juifs fanatiques sur l'esplanade des mosquées, dans la mosquée d'Al-Aqsa, protégés par la police israélienne. Et je rappelle aussi un épisode qu'on a oublié, c'était en 2018, des manifestations de jeunes gazaouis, manifestations pacifiques qui demandaient la levée du blocus. Parce qu'il y a un blocus imposé à Gaza depuis 2006-2007. Et les forces israéliennes ont répondu en leur tirant dessus à balles réelles. Et je me souviens d'Éric Zemmour qui avait fait sur RTL, qui avait fait un édito à l'oral où il disait que les capitales occidentales condamnent il a parlé de la brutalité des démocraties illibérales. Donc, je veux dire, les Israéliens qui tirent à balles réelles sur des jeunes Palestiniens qui demandent la levée du blocus, c'est la brutalité des démocraties illibérales. Quand les Palestiniens répondent à une colonisation, à des ratonnades, à la violation de lieux sacrés, c'est une barbarie sans nom. Donc il faut toujours remettre ce genre d'événements dans leur contexte. Là, on est en train de nous présenter Israël comme une victime d'une attaque monstrueuse du Hamas du 7 octobre. Et donc une guerre qui a commencé le 7 octobre. Non, la guerre, elle a commencé depuis, même avant la création de l'État d'Israël et depuis la création de l'État d'Israël.
Tout à fait. Alors, pour compléter, permettez-moi de rajouter une phrase d'Alain Corvès que vous devez connaître, hein, Monsieur Delevarde. Oui, oui. Alors, il dit les terroristes sont les Israéliens, et ce depuis 1947. Donc, on connaît tous les détails de leur comportement depuis qu'ils sont installés dans les territoires que les Nations Unies leur avaient confiés. Ils n'ont cessé de vouloir augmenter leur possession et d'opprimer et de martyriser les Palestiniens. Alain Corvès, je dis ça pour les auditeurs, hein, a été le conseiller il a conseillé le général commandant la force des Nations Unies au Sud-Liban. Il a donc pu voir la politique israélienne à l'œuvre. Voilà. Ouais. Est-ce que vous pouvez réagir aux propos d'Alain Corvès? Alain Corvès a tout à fait raison de dire ce qu'il a dit. Hein. Il a été d'ailleurs au Sud-Liban un de mes prédécesseurs. Je lui ai succédé, pas directement, mais un an après, donc on se connaît. Et puis j'étais commandant de bataillon quand il était chef du renseignement de la FINUL. Hein. Donc il connaît parfaitement le secteur et il connaît surtout parfaitement l'histoire d'Israël, le terrorisme d'État appliqué par Israël depuis les débuts. Moi je rappelle que au tout début, alors que l'État d'Israël n'était pas encore créé et que l'ONU avait envoyé un envoyé spécial qui s'appelait Folke Bernadotte, un Suédois, hein, et Israël a assassiné cet envoyé spécial de l'ONU parce qu'Israël avait appris que le rapport que cet envoyé spécial de l'ONU allait faire aux Nations Unies n'était pas favorable à la création de l'État. Il allait mettre en avant tout un tas d'arguments qui n'étaient pas en faveur de la création de l'État d'Israël. Donc on supprime l'intéressé. Et par la même occasion, comme Bernadotte était accompagné par un colonel français qui était le chef Serrault, qui était le chef des observateurs de l'ONU à l'époque, ils en ont profité pour assassiner également Serrault. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que Ben Gourion, qui était c'est pas lui qui a assassiné, bien sûr, hein, il avait des gens pour le faire. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'assassin de Bernadotte a été arrêté et de Serrault, du colonel Serrault, a été arrêté et il a eu quand même une grosse punition de la part d'Israël, la punition étant de 18 jours de prison avant, bien sûr, d'être présenté comme député, comme d'abord garde du corps personnel de Ben Gourion. Donc on voit le rapport entre Ben Gourion et l'assassin de Bernadotte et du colonel Serrault. Hein. Il a été garde du corps personnel de Ben Gourion et il a été ensuite élu député à la Knesset. Hein. Donc le crime et le terrorisme, ça rapporte en Israël. Voilà. Commentaire, monsieur Thierry? Pour la petite histoire, mon grand-père était dans la deuxième voiture derrière et a pris la succession du colonel Serrault. Voilà. Mais non, en fait, l'histoire de l'État d'Israël, c'est le premier échec des Nations Unies. Dès le début, les États-Unis et le Royaume-Uni avaient décidé, enfin c'est en 1942, quand il y a eu la Charte de l'Atlantique, ils avaient décidé de faire des Nations Unies très différents de ce que ça a été instauré. Ils voulaient faire un gouvernement mondial de leurs deux pays sur tout le monde. Et c'est Staline qui s'est opposé. Donc on a aujourd'hui ce système avec une assemblée générale de tous les États égaux. Ça, c'est pour les Britanniques, c'était dur à avaler. Tous les États égaux et un Conseil de sécurité qui doit dire le droit. Mais bon, juste après l'affaire israélienne, les États-Unis ont truqué le Conseil de sécurité en faisant siéger le Chiang Kai-shek à la place de Mao Tse-tung. Bon, donc, la Russie a quitté l'ONU à ce moment-là. Elle n'est revenue que 6 mois plus tard. Hein. Mais voilà, le droit international, c'est un combat permanent et les États-Unis et Israël ont toujours été contre l'établissement de ce droit international. Bien qu'ils se cachent derrière, parfois pour justifier leur intervention. Mais c'est ce qu'on disait.
le droit existe, c'est très bien, mais c'est pour les autres. Alors d'accord, bon, c'est très bien, c'est pour les autres qu'ils ne l'appliquent pas. Chacun est libre de choisir ce qu'il fait, hein, mais qu'ils ne l'appliquent pas, mais qu'ils ne l'utilisent pas quand ça les arrange. Oui, bien sûr. Alors, question ouverte, hein. On voit que la plupart des pays occidentaux sont les suppléants au point de vue militaire. C'est frappant pour les Américains d'Israël. Ils amènent leur porte-avions et on a des personnages assez obscurs du côté républicain. Je pense à Nikki Haley, Lindsey Graham, qui pointent directement l'Iran et qui aimeraient bien que le curseur se déplace sur l'Iran. Est-ce que vous pouvez nous aborder ce sujet? Monsieur Delavarde, d'abord. Oui, bon, le problème aux États-Unis, hein, c'est que les lobbies pro-Israël ont pris la main sur la politique étrangère des États-Unis. Ça fait très longtemps déjà. Hein. À partir, on va dire, des années Johnson, où Johnson a été le président, on va dire, hein, le président le plus fervent soutien d'Israël. Il avait des raisons pour ça, évidemment, hein, puisque sa maman était une juive et que ses grands-parents aussi, hein, sur plusieurs générations, ils descendaient de juifs allemands. Donc il a utilisé sa présidence très en faveur d'Israël à plusieurs moments. Hein. Il a fermé les yeux, par exemple, sur le programme nucléaire israélien. Il a doublé ou triplé les dépenses d'aide à Israël et dépenses financières. Il a permis qu'on donne de l'armement offensif à Israël, alors que ce n'était pas prévu initialement, en tout cas par Kennedy. Hein, donc, et puis, il a fermé les yeux sur la dramatique affaire du Liberty, hein, où un bateau américain a carrément été coulé par les Israéliens qui voulaient faire porter le chapeau à l'Égypte. Bon, ça n'a pas marché, mais l'affaire a été étouffée grâce à l'action du président Johnson. Et puis, il faut se souvenir également que c'est sous Johnson que le mouvement néoconservateur, qui est si bien connu qui met le chaos sur la planète aujourd'hui, hein, partout dans le monde, hein, ce mouvement néoconservateur, il est né sous la présidence Johnson. À la fin de la présidence Johnson, Johnson a régné, on va dire, pleinement de 63 à 69, à janvier 69. Et c'est dans la deuxième partie. Il n'a pas fait 2 mandats. Hein, il a terminé le mandat de Kennedy et il a fait un mandat à lui. Mais il aurait pu être réélu. Et il ne s'est même pas présenté. Hein, donc, il a quand même aidé considérablement Israël et il a aidé aussi Israël à se développer dans le pays et à prendre la main sur tout un tas par Sayan ou Sayanim interposés. Les Israéliens ont pris la main sur la gouvernance américaine, au point que moi, je n'hésite plus à dire aujourd'hui que les États-Unis sont aujourd'hui devenus une sorte de proxy d'Israël. Hein, bon, je vais peut-être un peu loin, mais pas tant que ça. Quand je regarde les personnes qui tiennent tous les postes clés de la gouvernance américaine, j'entends par là le secrétariat d'État, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères. Vous avez Blinken, vous avez son adjointe qui a maintenant changé, mais qui s'appelait Wendy Sherman. Vous avez Victoria Nuland. Les 2 premiers ont été nominés plusieurs fois au palmarès de l'influence confessionnelle du Jérusalem Post. Bon, ça, c'est pour le ministère des Affaires étrangères. Mais après, vous avez également le ministère de l'économie et le secrétariat au Trésor, hein, avec Janet Yellen, bon, qui est elle aussi une Sayan, hein, et qui travaille autant au profit d'Israël et probablement plus qu'au profit des États-Unis. Hein. Vous avez à la justice, vous avez Merrick Garland, qui lui aussi travaille à sa manière au maintien du pouvoir par les lobbies pro-Israël, hein, et il est lui-même un Sayan, un grand Sayan devant l'Éternel.
vous avez, alors il détient secrétariat à la justice, il a la barre sur le FBI, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est capable de mettre des affaires judiciaires dans les pieds de tous les gêneurs, en particulier Trump, par exemple. Hein. Donc, celui qui aujourd'hui tient le FBI et la justice, c'est Merrick Garland. Mais il n'y a pas que ça. Vous regardez partout ailleurs, vous regardez secrétariat d'État à l'intérieur, le ministre de l'Intérieur, Mayorkas, c'est également un Sayan. Donc, les Sayan qui aident Israël sont à tous les postes clés de la commande, de commande des États-Unis et dirigent ce pays qui est devenu quelque part un proxy et qui ne peut pas faire autrement que de réagir en fonction d'Israël. Ensuite, aux États-Unis, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que les élections sont conditionnées, on est élu ou on est battu pour des raisons financières. Quand on a beaucoup d'argent pour financer ses campagnes, eh bien, on est élu. Et ceux qui donnent de l'argent, ben, ce sont les financiers qui sont souvent aussi financiers et Sayan. Il faut passer l'examen devant l'assemblée plénière de l'AIPAC, America Israel Public Affairs Committee, et on est accepté ou rejeté ou adoubé selon les propos et selon l'attitude qu'on a vis-à-vis d'Israël. Donc, ils tiennent pas seulement par les postes clés, mais ils tiennent par l'argent une bonne partie des élus américains. Hein, oui. Et donc, cela induit l'influence, enfin la déviation de la politique étrangère américaine en pointant du doigt l'Iran. Oui, mais évidemment. Hein, un jour, Netanyahou a voulu aller au Congrès américain. Obama ne voulait pas. Il n'en voulait pas. Le président des États-Unis dit non. Et Netanyahou dit, mais si, je vais venir. Il se fait inviter par le Congrès, hein, ce qui avait fâché Obama. Et là, Netanyahou arrive au Congrès, il va pour faire son discours et il reçoit une ovation d'un quart d'heure, une ovation debout, standing ovation, debout, un quart d'heure. Et le lendemain, dans le New York Times, paraît un article signé de Thomas Friedman, qui est un journaliste vedette du New York Times, qui est sioniste lui aussi, un sioniste pur et dur, hein, comme beaucoup de journalistes du New York Times d'ailleurs. Hein, et Thomas Friedman écrit « Il faut que Netanyahou sache que l'ovation qu'il a reçue au Congrès n'était pas liée à sa politique, elle a été achetée, les députés ont été achetés par le lobby pro-Israël. » Bon, moi je regrette, hein, quand on achète une ovation au Congrès américain avec l'argent des lobbies, hein, c'est deux choses. Hein, c'est que si on peut acheter, c'est que le député américain est devenu un produit qu'on peut acheter, hein, et une fois qu'il est acheté, c'est un vendu. Hein, donc il y a beaucoup de vendus au Congrès américain qui sont vendus à Israël, et vous avez cité un nom tout à l'heure qui est un des plus vendus, qui s'appelle Lindsey Graham, qui est un néoconservateur pur et dur. Alors lui, il n'est pas de la diaspora, mais c'est un gars qui a compris que sa carrière passait par le dévouement total au lobby pro-Israël. Le même qui voulait envoyer de l'uranium appauvri sur le conflit ukrainien. Oui, tout à fait. Monsieur Messon, est-ce que vous pouvez réagir au sujet de l'Iran et pourquoi les États-Unis appuient Israël contre les Iraniens? Alors, il y a une obsession des différents gouvernements israéliens face à l'Iran. Alors, bon, bien sûr, l'Iran ne reconnaît pas formellement l'État d'Israël. Il siège avec lui aux Nations Unies, mais l'Iran considère que l'existence de l'État d'Israël n'est pas légitime puisqu'il n'y a pas, contrairement à ce qui avait été décidé par les Nations Unies, il n'y a pas d'État palestinien. Sur ce point, d'ailleurs, l'Iran est peut-être en train d'évoluer et peut-être que l'Iran, dans les prochaines semaines, acceptera de discuter directement avec des diplomates israéliens. Mais l'État d'Israël,
s'est mis dans vraiment une obsession contre l'Iran à l'époque du Shah, hein, ça ne date pas du tout du régime actuel. À l'époque du Shah, pour bien signifier ça, je vous signale que l'alliance entre la Syrie et l'Iran a été organisée par les États-Unis pour contrebalancer l'influence israélienne au Moyen-Orient. Maintenant, tout le monde dit que c'est une honte, tout ça, mais en fait, c'est les États-Unis qui ont organisé ça. Alors après, quand l'imam Khomeini est venu organiser sa révolution, la rivalité entre l'Iran et Israël est devenue plus forte parce que ce sont deux États qui ont une interprétation religieuse de la politique. Et il n'y a pas de la place pour deux dans ce marigot-là. Donc, les Israéliens ont commencé à accuser l'Iran de toutes sortes de choses, dont le fait de vouloir se doter de l'arme atomique, ce qui est une absurdité. C'est le Shah d'Iran qui, avec la France d'ailleurs, essayait de se doter de l'arme atomique pour être le gendarme du Moyen-Orient, mais lorsque le régime actuel a continué les efforts des savants nucléaires pour avoir cette bombe atomique, l'imam Khomeini s'y est opposé, hein, parce qu'il y avait eu une attaque irakienne avec des missiles classiques qui avait fait énormément de morts, et il avait dit, mais un État musulman tel que lui envisageait l'islam, un État musulman ne peut pas commettre des massacres comme ça, on ne doit pas avoir d'armes de destruction massive. Et donc il avait interdit que l'on continue la recherche atomique. Et de manière récurrente, on nous explique que l'Iran veut se doter de la bombe atomique, c'est complètement faux. D'ailleurs, quand il y a eu les négociations de Vienne et de Genève avec ce qu'on appelle les 1+5 qui ont débouché sur un traité international, eh bien à ce moment-là, jamais la Chine ni les États-Unis n'ont cru que ni la Chine ni la Russie n'ont cru que l'Iran voulait avoir la bombe atomique. Ils n'y ont jamais cru. Et Netanyahou a publié des documents qu'il a fait voler à Téhéran. Il y a une grande quantité de documents, des archives de la recherche atomique iranienne, et quand on regarde ces documents, il n'y a pas de bombe atomique, mais absolument pas. La seule chose qui évoque une bombe atomique, c'est des recherches sur un détonateur. Voilà, c'est tout. Donc, voilà, c'est une option. Et cette obsession, c'est d'autant plus bizarre qu'il y avait par le passé des liens importants entre l'Iran et Israël, des liens qui existent toujours. Par exemple, aujourd'hui, il y a un pipeline qui traverse Israël, et ce pipeline appartient pour moitié à l'État iranien. Mais ça, c'est interdit de le dire en Israël. Il y a même eu la reconduction d'une loi qui interdit qu'on en parle et qui vous met en prison si un journaliste israélien en parlait. Youssef Indy, le sujet de l'Iran, vous connaissez bien. Est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue? Alors, moi, la question c'était pourquoi est-ce que les Américains envoient des porte-avions en Méditerranée en soutien à Israël? Pourquoi ils pointent du doigt l'Iran derrière? Oui, parce que... Mais vous pouvez aussi développer... Oui, mais c'est lié à l'Iran. Hassan Nasrallah, d'ailleurs, l'a évoqué. Il a dit que le Hezbollah avait reçu des menaces de la part des États-Unis, disant que si le Hezbollah bouge pendant que Israël perpètre le massacre à Gaza, eh bien, il serait frappé par les forces américaines.
Donc c'est Hassan Nasrallah qui le dit, et c'est évident. C'est pour tenir en respect l'objectif des Américains pour le compte des Israéliens, tenir en respect le Hezbollah, tenir en respect les Hashd Sha'bi, c'est-à-dire les milices irakiennes chiites contrôlées par l'Iran, et tenir en respect l'Iran, mais l'Iran, de toute façon, n'a pas l'intention de s'impliquer directement dans une guerre contre Israël. Il y a aussi les Ansarullah au Yémen, les auxiliaires de Dieu, qui sont soutenus par l'Iran. Donc si l'Iran intervient, ce sera par proxy. Donc les Israéliens, les Américains, bien sûr, tout le monde sait que la majorité des forces en présence antagoniste d'Israël obéissent plus ou moins à l'Iran, ou en tout cas sont soutenus par les Iraniens. Ça, c'est le premier niveau. Le second niveau, c'est que les Israéliens, le gouvernement israélien actuel, est le plus fanatique de l'histoire de l'entité sioniste, et même le plus fanatique depuis ces 10 dernières années. On a dans l'histoire d'Israël la tranche, les 10 années qui viennent de s'écouler, c'est on est au max dans le domaine du fanatisme. Et là, le gouvernement actuel est le plus fanatique des 10 années qui viennent de s'écouler. Et eux, effectivement, ils ont une vision messianique, même apocalyptique de la géopolitique. D'ailleurs, ça me rappelle ce qu'avait déclaré Donald Trump en 2019. En 2019, vous vous souvenez, il y avait une crise entre les États-Unis et l'Iran. Et John Bolton, qui était un conseiller sécurité nationale aux États-Unis, qui est un faucon, un néoconservateur, un agent israélien, intoxiquait le gouvernement israélien et américain d'informations provenant du Mossad pour incriminer l'Iran et déclencher une guerre contre l'Iran. Et Trump l'a limogé. Il l'a limogé en septembre 2019, en déclarant « Si j'écoutais John Bolton, nous serions déjà en guerre contre l'Iran ». Donc, il y a cette donnée-là qui est importante. Les Israéliens, en poussant les États-Unis dans des guerres pour remodeler le Proche-Orient, comme Walt et Mearsheimer l'ont démontré, se retrouvent avec un problème de taille. C'est-à-dire qu'ils se sont débarrassés de Saddam Hussein et à la place, ils ont eu les passes d'Alan. C'est une caricature. Et c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'ils se sont débarrassés d'un ennemi et se retrouvent avec un ennemi plus puissant encore au plus près. Donc les Israéliens qui ont ce projet religieux depuis le départ d'établir un grand Israël du Nil à l'Euphrate sont comment dire, acculés militairement et diplomatiquement, parce qu'ils se sont même mis à dos les Russes. Ils se sont mis à dos les Russes en 2018, et en particulier le 17 septembre 2018, quand ils ont fait abattre en fait un avion russe. Donc ils sont acculés, et le seul moyen pour eux de faire sauter les verrous qui empêchent l'extension du territoire israélien, donc les verrous sont l'État syrien, le Hezbollah et l'Iran, c'est d'entraîner les États-Unis dans une guerre régionale. Donc et je pense que les Américains, même malgré le lobby pro-israélien et les néoconservateurs qui occupent les postes, sont quand même prudents et ne veulent pas entrer dans une escalade, parce que ce que j'ai noté en 2021, c'est outre le retrait des forces militaires américaines d'Afghanistan, il y a eu qui avait été en fait décidé par Trump et appliqué par Biden, il y a eu un retrait de forces américaines de Syrie, d'Irak et même d'Arabie Saoudite. Un porte-avions a été retiré d'Arabie Saoudite et des missiles patriotes pour les repositionner en Asie-Pacifique et concentrer aussi leurs forces en Ukraine. Donc on est en 2021, fin 2021, les États-Unis se préparent à la guerre en Ukraine et ils renforcent leur présence militaire en Asie-Pacifique pour contenir la Chine. Et là, en ce moment, ce que font les Israéliens contraint les États-Unis à revenir dans un Proche-Orient qu'ils avaient désinvesti. Donc, en fait, pour revenir à la question du Proche-Orient, de la géopolitique, il y a un acteur totalement irrationnel
en Israël, je mets de côté les militaires israéliens, le gouvernement israélien, il y a un acteur irrationnel qui met en danger la région, c'est Israël.